Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La ministre d'État Kandia Camara vient de présider la 4e édition de la Journée des partenaires. Elle a appelé à consolider l'intégration africaine, à renforcer le cadre permanent d'échange entre le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine et les communautés de la CEDEAO. La maison d'arrêt de correction et le tribunal de première instance de San Pedro ont ouvert leurs portes. Ces édifices ont été inaugurés ce vendredi par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile. C'est le fruit du partenariat UE-Côte d'Ivoire. Le dossier VDC fait un focus sur le canal d'Anoumambo, devenu un réservoir d'eau usée. Ces eaux drainées des communes de Makori et de Koumassi y sont déversées. Ce canal recueille également des déchets ménagers avec leur mauvaise odeur. À quand donc la fin du calvaire des riverains? Élément de réponse tout à l'heure. Les États-Unis ont annoncé à ce vendredi de nouvelles sanctions visant la Russie. Un an après le début de la guerre russo-ukrainienne, Washington cible également des personnes et entreprises de pays européens, notamment de Suisse. Il s'agit d'entreprises des secteurs des mines, des équipements militaires. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire promeut l'intégration africaine. La 4e édition de la Journée des partenaires vient de se tenir en présence de la ministre d'État, Kandia Camara. Elle a appelé à consolider l'intégration africaine pour le bien-être des peuples. La Côte d'Ivoire donne l'exemple, un cadre permanent d'échange entre le BIPA, Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, et les communautés de la CEDEAO est bien en place, nous explique Marie-Chantal Akanda. La Côte d'Ivoire attache une importance particulière à la question de l'intégration africaine. De nombreux cadres d'échange sont initiés à travers des activités visant à promouvoir cette intégration. La journée du partenaire qui se tient à Abidjan en fait partie. Les journées des partenaires est un espace de dynamisation des rapports de collaboration entre vous et le BIPIA. Et par ricochet, l'État ivoirien pour la construction d'une Côte d'Ivoire ouverte et prospère qui rayonne à l'extérieur et qui capte les investissements directs étrangers à travers la coopération internationale et l'intégration régionale. La 4e édition de la Journée du partenaire a été marquée par la remise de diplômes d'honneur de l'intégration à plusieurs partenaires que sont les opérateurs économiques pour leur contribution à la promotion de l'intégration des communautés africaines en Côte d'Ivoire. Cette distinction est pour chacun de nous ici présent un encouragement, une source de motivation supplémentaire et un appel au travail. Oui, aujourd'hui plus que jamais, notre responsabilité est engagée dans la construction du brassage des populations vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que le développement économique de ce pays. Selon la ministre d'État Kandia Camara, la Côte d'Ivoire s'est engagée à faire de l'intégration un outil de développement. La création du diplôme d'honneur de l'intégration est une belle initiative qui s'inscrit dans la vision de la politique d'intégration du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est fière de la contribution du BIPIA à la mobilisation des ressources des communautés que vous êtes. Ce d'autant plus que le plan national de développement 2021-2025 définit la contribution des structures de l'intégration en termes de coopération régionale, de conquête du marché régional et d'ouverture du marché ivoirien aux investisseurs extérieurs. Les défis auxquels fait face le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine sont nombreux, notamment le renforcement de collaborations fructueuses et de relations de partenariat solides en vue d'une cohésion sociale entre toutes les communautés. Voilà, je vous livre à présent ce communiqué émanant du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il recevra à son siège à Abidjan, Plateau, le mercredi 1er mars 2023 à 11h en audience publique, le serment préalable à l'entrée en fonction des messieurs Jules Demosthène et Demba Traoré, nommés membres de la commission centrale de la
la commission électorale indépendante par décret numéro 2023-96 du 15 février 2023, communiqué signé de Mamadou Koné, président du Conseil constitutionnel. La maison d'arrêt de correction et le tribunal de première instance de San Pedro ont ouvert leurs portes. Ils ont été inaugurés ce vendredi par le ministre de la Justice, Sansane Kambilé. Il avait à ses côtés l'ambassadrice de l'Union européenne. La construction de cette prison ainsi que du tribunal du deuxième pôle économique de notre pays est le fruit d'un partenariat UE-Côte d'Ivoire et il a coûté plus de 4 milliards de francs CFA, nous rapporte Sam Conan depuis San Pedro. Voici la maison d'arrêt et de correction de San Pedro, située dans le quartier d'Imoulé, à 3 km de la ville, sur l'axe menant à Tabou. Et voici le tribunal de première instance de la cité portuaire, avec toutes les commodités, situé en plein cœur de la ville, au quartier Seweki. Désormais, plus besoin de se rendre à Sassandra pour des affaires judiciaires. San Pedro faisait des kilomètres pour Sassandra. Aujourd'hui, nous avons à San Pedro un tribunal de première instance. Nous avons une prison civile. Merci au nom des communautés de San Pedro. Au niveau du district, eh bien, c'est la garantie. Ça va permettre aux investisseurs de venir parce que là où il n'y a pas de sécurité, et puis il n'y a pas d'investisseurs. Les deux infrastructures judiciaires inaugurées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean-Sansane Kambiré, ont vu le jour grâce à l'appui de l'Union européenne. Ces deux infrastructures, tout en participant à une meilleure administration de la justice, contribuent de façon très concrète à un respect accru des droits de l'homme. C'est au nom de ces valeurs partagées que l'Union européenne a apporté en effet un appui financier important à la construction de la maison d'arrêt et de correction et au tribunal de première instance de San Pedro, à hauteur de 6,5 millions d'euros, soit 4,3 milliards de francs CFA. La maison d'arrêt et de correction, la cité pénitentiaire et le tribunal de première instance de San Pedro ont coûté plus de 15 milliards de francs CFA. Le tribunal de première instance, sur une superficie de 3,142 hectares, a coûté 2 milliards. Quant à la maison d'arrêt et de correction, d'un coût de 5 milliards 872 millions, elle est construite sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 500 détenus. La cité pénitentiaire qui la jouxte est, elle, bâtie sur 2,5 hectares pour un coût de construction de 7 milliards 461 millions francs CFA. Des instructions ont été données pour ne pas que cette prison moderne soit surpeuplée. Reste à savoir à qui va inaugurer la première cellule de la maison d'arrêt et de correction de San Pedro. Et un deuxième communiqué est dans ce 20 élément du procureur de la République d'Abidjan. Dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs d'1h du matin, le camp militaire du 2e bataillon projetable situé à Anokwa-Kouté dans la commune d'Abobo essuyait les tirs nourris de plusieurs assaillants lourdement armés. Au triste bilan de cette attaque, il a été dénombré 3 décès et 1 blessé par balle. L'enquête aussitôt ouverte aboutissait à l'interpellation de 33 personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive. Des interrogatoires et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivoiriens et libériens. Les éléments de l'enquête laissant croire à l'implication des sieurs d'Amana Adiapikas et Ikpo Lagui dans les faits poursuivis. Ces derniers ont été convoqués par le magistrat instructeur pour être entendus. En dépit de l'extrême gravité de ces faits, ils ont été inculpés ce vendredi 24 février 2023, placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire. Communiqué signé du procureur de la République, Ado Richard Christophe, et c'est fait à Abidjan le 24 février 2023.
Le gouvernement ivoirien a relancé son programme d'urgence de logements sociaux et recherche des financements pour sa réalisation. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné-Nabagné, a donc sollicité la BOAD afin d'accompagner ce projet. Les deux parties se sont accordées ici même à Abidjan sur un projet de près de 200 milliards de francs CFA et cet argent devrait contribuer à construire environ 25 000 logements à coût abordable, nous dit Lansene Bakayoko. La question du financement reste une problématique majeure dans la réalisation du programme d'urgence de logements sociaux. En plus des opérateurs internationaux ayant une capacité financière et technique avérée, le ministre Bruno Nabagné-Koné prospecte également au niveau des établissements financiers, notamment de la Banque ouest-africaine de développement, afin d'accompagner son programme de construction de 25 000 logements. C'est un marché où nous avons structuré l'ensemble des process pour justement faire en sorte que le risque, même quand il y en a, soit le plus faible possible. Nous pensons que c'est véritablement le cas aujourd'hui. Nous sommes sur une échelle de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA, un appui considérable, mais les besoins de la Côte d'Ivoire vont bien au-delà. Le programme d'urgence de logements sociaux a pour objectif de rattraper le retard accusé, mais davantage de combler le gros déficit de 600 000 unités. C'est un programme qui s'inscrit également dans le plan Yoliba de la BOAD, notamment son axe 2, qui vise à créer de la valeur, de l'emploi productif en appui aux États. Donc c'est avec un fort intérêt que la banque a regardé cette requête reçue de l'État de Côte d'Ivoire. Les deux parties devraient formaliser l'accord de financement dans les prochaines semaines. Nous sommes vraiment très heureux de savoir que vous portez un intérêt à ce projet. Nous souhaitons vous encourager à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au financement effectif qui a été sollicité par l'État de Côte d'Ivoire. Les logements sociaux figurent au nombre des projets prioritaires du programme social du gouvernement. L'indisponibilité occasionne une flambée des loyers qui n'épargne pas les quartiers populaires, de même que les villes de l'intérieur du pays. Il y a 3 ans, la Côte d'Ivoire, notre pays, basculait en mode budget-programme. Mais comment se porte ce mode de gestion? Les objectifs ont-ils été atteints? Y a-t-il des points à améliorer? Autant de questions qui préoccupent la Direction générale du budget et des finances. La direction est en conclave à Yamoussoukro et c'est l'heure de faire le bilan. Les séminaristes se sont donc donné 2 jours pour trouver des réponses et affiner leurs actions. Kader Sogodogo. La Direction générale du budget et des finances, DGBF, au cœur de la modernisation des outils de gestion budgétaire. C'est le thème de la 7e édition de son séminaire bilan. Il se tient 3 années après le basculement de la Côte d'Ivoire en mode budget-programme. Le chemin parcouru sera examiné afin de rechercher la performance et la transparence dans la gestion des finances publiques. Un sacerdoce pour le directeur général Traoré Seydou et l'ensemble de son équipe. L'exercice budgétaire 2022 qui vient de s'achever a permis la consolidation des acquis de l'exécution budgétaire en mode budget-programme. En effet, notre pays a pu tenir à bonne date le débat d'orientation budgétaire, élaborer le budget en mode budget-programme dans les délais constitutionnels et l'exécuter dans de bonnes conditions à l'aide du système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État Sigobé. Une courbe ascendante qui laisse entrevoir de réelles notes d'espoir. Il en ressort que le taux moyen de réalisation des cibles est passé de 73,7% en 2020 à plus de 82% en 2021. Après l'analyse des 10 rapports, la haute juridiction financière a jugé satisfaisante la mise en œuvre du budget-programme et relevé l'amélioration de la performance globale des programmes par le gouvernement. 48 heures, c'est la durée de ce séminaire bilan de la DGBF. Les perspectives seront également évoquées.
Les travaux ont été ouverts par Adam Ansal, directeur de cabinet, représentant le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, en mission au bord de la Seine, Paris. On a aussi des défis à relever au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Justement, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant veut voir les femmes épanouies sur tous les plans financiers, sociaux et professionnels. Lors d'une rencontre avec des femmes de plusieurs secteurs, la ministre Nassene Batouré les a invitées à plus d'initiatives. Elle a d'ailleurs annoncé une rencontre mensuelle sur 6 mois pour l'établissement d'un livre blanc. Didier Nguessan. Les femmes de la société civile, les députés et sénatrices, les commerçants des marchés Goro face à la ministre Nassene Batouré en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Il est question de l'avancée de leurs droits, notamment la représentativité de 30% dans les instances politiques. Les femmes élues locales travaillent à une plus grande visibilité de ces dernières. En 2013, nous étions 11 femmes maires. En 2018, nous sommes aujourd'hui 17 femmes maires sur 201 communes. Mais c'est des petits progrès. Donc nous souhaitons qu'avec cette loi, que la loi au moins soit mise effectivement en application et qu'on puisse, à partir de l'année prochaine, qu'on puisse parler de 50 femmes maires. La ministre Nassene Batouré a annoncé une consultation mensuelle avec les femmes de toutes les couches sociales et obédience politique pendant 6 mois pour recueillir toutes les contributions. Ces contributions seront renseignées dans un livre blanc adressé au président de la République. Malgré bien de défis restants, la situation des femmes et des filles s'améliore. Que des changements qualitatifs s'opèrent s'agissant du statut des femmes en Côte d'Ivoire. Les femmes ivoiriennes ont des modèles inspirants qui les rendent fières. Il nous faut nous unir, il nous faut libérer des énergies positives pour créer une solidarité féminine agissant dans un délai bref. Concernant les enfants, un plan d'urgence financé à 1,2 milliard de francs CFA est mis en place par le gouvernement pour le retrait des enfants des rues dans le district d'Abidjan. On en arrive au dossier vide ici de ce 20h. Nous irons voir ce soir le canal d'Anoumambo qui croule sous le poids des eaux usées. Ces eaux drainées des communes de Makori et de Koumassi sont déversées dans ce canal d'Anoumambo et ce canal n'en a pas fini avec ses soucis. En plus de recueillir des eaux usées, reçoit à son corps défendant des ordures ménagères avec leurs odeurs puantes. Situation difficile donc pour les riverains et pour ce canal construit à l'origine pourtant pour évacuer les eaux pluviales. À quand donc la fin du calvaire des populations? Quelles sont les actions entreprises? Élément de réponse dans le dossier vide ici, signé Grace Kando. Anoumambo était considéré comme une île parce que le canal, de par ses dimensions originelles, faisait que pour venir à Anoumambo, ça vous prenez le pont sans fil ou bien le pont d'Anoumambo, ou bien vous circulez par les bateaux Pinas qui vous faisaient passer de Makori à Anoumambo. Donc c'était une belle île. Le canal d'Anoumambo relie les communes de Makori et de Koumassi. Il a été conçu dans la période 1978-1984 pour évacuer les eaux pluviales. Mais aujourd'hui, il a perdu son luxe d'antan, en témoignent ces décors insalubres, visibles il y a encore quelques semaines. Quand le coin est sale, en tout cas, ça donne maladie aux enfants. Nous-mêmes là, on n'a pas en laisse. Ça envoie moustique. Ces types de déchets ne sont pas des ordures ménagères, des déchets spéciaux. Il y avait des encombrants, il y a de la pneumatique, il y a des gravats. Et donc ces déchets sont orientés sur les sites, sécurisés, les traiter et même voir la valorisation de ces déchets. Pour donner un nouveau visage à ce canal long de 5 mètres, avec 100 mètres de large et 7 mètres de profondeur, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entreprend des actions de propreté à la grande joie des habitants. C'est très joli, très beau à voir. Nous, on est fiers de notre village aujourd'hui. Nous avons aidé vraiment le ministre. On lui dit merci pour tout ce qu'il a fait pour nous donner. On serait là pour l'aider à faire toujours propre. Nous avons dragué de la lagune tout ce qui est déchets solides ménagers que nous avons sortis. Ensuite, nous avons fait des tas
et convoyés à la décharge de Kossoin avec des camions semi-remorques. Donc aujourd'hui, ça permet d'avoir une belle vue. Donc le site est propre. Une étude est en cours pour un aménagement général de ce site et qui sera vraiment un aménagement paysager avec des aires récréatives, en tout cas qui donnera vraiment, qui va changer vraiment le visage de cet endroit. Que nos berges lagunaires soient vraiment des lieux propres et qui fait beau à vivre. Abidjan est la perle des lagunes. Il faudrait qu'on puisse revenir à cette image d'antan. Des actions d'assainissement et de salubrité, certes, mais le canal d'Anoumambo est devenu un lac d'eau usée puante. Il ne s'ouvre plus sur la lagune ébriée. Conséquence, stagnation et odeur nauséabonde. Les eaux sont stagnantes. Elles ne circulent pas. Donc les déchets se décomposent. Il y a une putréfaction de ces déchets-là. Et la décomposition de ces déchets génère de très mauvaises odeurs. Et lorsque le vent circule, ces odeurs sont éparpillées dans toute la commune de Koumassi, de Makori et même en traversant la lagune vers Cocody. L'odeur nous fatiguait. On ne pouvait même pas s'asseoir ici pour vendre. Et puis moi, ils vont manger. Mais maintenant, chaque jour, on passe pour aller pomper pour nous. Donc maintenant, c'est un peu beau. Une solution temporaire grâce à l'expertise d'une structure mandatée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette proposition technique que nous mettons en place est de traiter les mauvaises odeurs avec un système d'installation des buses qui font ressortir des produits. Et ces produits-là sont des produits qui ne neutralisent pas, mais qui traitent les odeurs à la source avant que les vents dominants n'envoient ces odeurs-là à travers la ville d'Abidjan. Donc aujourd'hui, ces ingénieries POT, elles ont été vraiment analysées par des laboratoires qui sont accrédités dans le monde entier, qui ont fait ses preuves dans d'autres pays. Pour redonner au canal d'Anoumambo sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales, le Centre ivoirien anti-pollution fait des propositions. Les gens ont construit des maisons dans le lit du canal, qui fait que le canal ne peut plus circuler. Alors donc, c'est de voir quelles sont les mesures qu'il faut adopter pour rouvrir complètement ce canal, pour lui permettre d'avoir une circulation normale de ces eaux usées, pour faire de ce canal vraiment un ouvrage d'assainissement. Du côté du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, pour inviter les populations à la culture du civisme, un code de salubrité est prévu. Ce code définit d'abord les droits en matière de salubrité et d'assainissement. Il donne au ministère concerné le dispositif juridique pour sanctionner. Une fois que la loi va être adoptée par l'Assemblée nationale, nos agents auront le droit d'aller dans votre maison pour dire, bon, vous avez une maison, montrez-nous votre système d'assainissement. S'il n'existe pas, vous serez sanctionné. Les sanctions vont depuis les amendes jusqu'à l'emprisonnement. Le ministre Bouaké Fofana invite les populations à lutter contre l'insalubrité pour ainsi améliorer leur environnement. Et espérons que ce message sera entendu. C'était le dossier VDC signé Grâce Kando. À Iré, dans la région du Logui-Bois, le phénomène de l'orpaillage clandestin de plus en plus fréquent constitue une menace pour l'environnement. La pratique illégale de cette activité impacte la qualité des ressources en eau dans cette zone. Et bien, face à la pollution des eaux due à l'utilisation des métaux dont le mercure et le zinc dans l'extraction de l'or, les enseignants-chercheurs ont mis en œuvre une étude afin de pouvoir dépolluer ces eaux avec l'utilisation de la poudre de moringa et l'argile. Le reportage de Frédéric Olaï et Didier Nguesson. L'environnement subit de plein fouet les conséquences de l'action humaine. L'orpaillage artisanal est une illustration. Ce fléau est répandu dans les zones rurales, notamment dans la région du Logui-Bois, avec plusieurs produits nocifs tels que le mercure, le zinc qui impactent négativement la faune et la flore. Un projet de dépollution des eaux est à l'étude. Il s'agira donc de trouver une méthode de dépollution, c'est-à-dire aller chercher à enlever ce toxique qu'est le mercure dans les eaux et dans le sol. Il s'agit du moringa, il s'agit de l'argile et il s'agit du charbon qui va nous permettre de constituer des filtres. Et il se trouve que nos populations utilisent l'eau, utilisent un certain nombre de fruits de rivières qui jouxtent ces zones.
Et ce sont des situations qui peuvent entraîner des problèmes de santé. Aujourd'hui, il est important pour la science de s'intéresser à ce type d'activité et mener des recherches là-dessus. Ce projet de détection et dépollution des eaux des zones d'exploitation minière à l'aide des compositions de l'argile et de la peau de moringa, mené par une étude d'enseignants-chercheurs, bénéficie du financement du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation FONSTI. Le FONSTI a décidé de financer ce projet qui vise à détecter les éléments de traces métalliques dans les eaux consommées dans les zones d'orpaillage clandestin et surtout à dépolluer ces eaux pour les rendre propres à la consommation de nos parents qui sont en zone rurale dans ces zones d'orpaillage. Donc c'est un projet à impact social, impact économique. Financé à hauteur de 6 millions de francs CFA, l'exécution de ce projet va durer 3 ans. Il s'agit d'inciter les universitaires à plus d'engagement dans les questions de la recherche et de l'innovation. Quant au FONSTI, il s'engage à accompagner les projets de recherche. Voilà, nous partons pour l'Ouest ivoirien où les populations ont le sourire. La première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, a entièrement équipé la cantine scolaire de l'école primaire publique du village de Zouata 1, c'est dans le département de Fakobli, région du Guémon. Et cette cantine scolaire a été offerte par le journaliste Philippe Okouon, fils du village. Les élèves de cette école, vous allez le voir, ont pris leur premier repas et c'était en présence d'une délégation du cabinet de la première dame. Ève Bouy. Ce sont 245 élèves de l'école primaire publique de la localité de Zouata 1 dans le département de Fakobli qui dégustent un plat de riz gras au poulet dans leur nouvelle cantine scolaire baptisée Cantine scolaire Dominique Ouattara. Assis à leur côté, les invités des marques, les élus, les autorités administratives. C'est le tout premier repas de cette cantine. Elle a été construite par un fils du village, le journaliste Philippe Kouon. La cantine non seulement permet d'assurer un repas à l'enfant, mais également à le maintenir dans les liens de l'école et donc de l'apprentissage. L'équipement d'une valeur de 10 millions de francs CFA, composé de matériel de cuisine, d'électroménager, de meubles, de vivres pour une période de 4 mois, est offert par la première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, CNS. La cérémonie de l'ouverture officielle de cette cantine a permis aux différents intervenants de saluer l'ensemble des actions de la première dame pour l'amélioration des conditions de vie des enfants et des femmes. La représentante de Dominique Ouattara a donc exhorté les uns et les autres à mettre tout en œuvre pour le bien-être des enfants. Aucun enfant ne doit aller travailler dans les plantations. Aucun enfant ne doit porter des charges lourdes. Les enfants peuvent aider les parents, mais pas vraiment utiliser des machettes, pas vraiment porter du fardeau. Inscrire les enfants à l'école, scolariser les enfants, c'est le message que je suis venu donner à mes parents. En marge de cette inauguration, les autorités ont procédé à la pose de la première pierre du centre de santé intégré de Zouata 1 et à la remise des matériels agricoles offerts par la première dame aux associations des femmes de Zouata 1 et des environs. Voilà, la scolarisation est obligatoire dans notre pays et c'est une réalité partout en Côte d'Ivoire. Tout comme à Séguéla, vous allez le voir, les élèves du lycée moderne jeunes filles de Séguéla sont sensibilisés par le député Zoumana Bakayoko sur le civisme. On en sait plus avec notre reporter Eric Goré. Le lycée moderne des jeunes filles de Séguéla à l'honneur. Il reçoit une visite des autorités de la ville avec à leur tête Zoumana Bakayoko, député de la circonscription. Ces autorités sont allées au contact de ces élèves, une fierté pour la région. Échange entre élèves et autorités de la localité pour comprendre leurs difficultés et prendre suffisamment connaissance de leur cas d'apprentissage. J'ai bien écouté votre représentante. Elle a parlé de l'internat et de la cantine. Je sais que pour la cantine, il y a des questions personnelles, mais soyez rassurés. J'ai commencé une négociation avec 2 fondations et la mairie du plateau où moi-même j'étais maire. Et je pense qu'Inch'Allah, bientôt ces questions seront réglées.
Ces jeunes filles ont été également sensibilisées au civisme et au travail bien fait. Zoumana Bakayoko affirme que ces jeunes filles sont les cadres de demain. Il est important de créer une plateforme d'échange avec elles et maintenir un contact permanent dans une localité où le taux de scolarisation de la jeune fille est faible. Le bus, tombé en panne il y a quelques mois, a été rénové par le député pour faciliter le déplacement de ses élèves. Le lycée moderne des jeunes filles de Séguéla compte 815 élèves de la 6e à la terminale. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, était en visite à la SAPH de Toupa, unité industrielle de caoutchouc située dans la zone de Dabou. Le ministre Kofi Nguessan a indiqué que dans le cadre du partenariat avec cette entité industrielle, 10 000 emplois sont à pourvoir. Issa Chumayo. Le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur les installations de la SAPH, Société africaine de plantation d'EVA, de Toupa, une unité industrielle spécialisée dans la production du caoutchouc naturel située dans la localité de Dabou. C'est une filière qui occupe plus de 200 000 planteurs, qui fait vivre plus d'1 million de personnes dans le pays et qui offre un gisement d'emplois absolument important dans tous les domaines, les métiers agricoles, les métiers de l'industrie, de la transformation du caoutchouc, de la logistique et tous les métiers d'encadrement support. Donc c'est une filière extrêmement dynamique qui a besoin de compétences et c'est dans ce sens que nous apprécions particulièrement la venue de Monsieur le ministre aujourd'hui. En venant, c'est d'identifier ces métiers et de recruter de nombreux jeunes que nous allons qualifier en fonction et avec l'appui du groupe pour que ces jeunes soient recrutés effectivement au sein de cette unité et qu'ils trouvent du travail. Donc c'est vraiment concret, c'est la discussion, l'identification des postes à pourvoir, la formation au métier. Comme nous venons de voir aujourd'hui, ils ont besoin de près de 10 000 seniors. Aujourd'hui, nous sommes premiers producteurs du caoutchouc en Afrique de l'Ouest, 3e au plan mondial. Le ministre Kofi Nguessan, à travers l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents, veut insérer dans le monde du travail plus de 6 millions de jeunes sans emploi d'ici quelques années. Pour cela, un accent particulier est mis sur la formation et la signature de nombreux partenariats. 2 projets structurants selon le ministre Kofi Nguessan, conformément à la volonté du chef de l'État Alassane Ouattara, qui a fait de 2023 l'année de la jeunesse. La paix, la cohésion, le développement, autant de sujets qui ont été évoqués entre le roi des Essouma d'Assini Mafia et le député maire d'Adiaké, Yen Yakoubassié. On en sait plus avec notre reporter Mahama Traoré. Un échange dans la pure tradition Essouman. Des échanges de nouvelles, il ressort que le roi des Essouman d'Assini, Aoulafian Mossou V, s'est rendu à Adiaké pour honorer une tradition, laquelle consiste à rencontrer chaque début d'année le député de leur localité, Yen Yakoubassié, pour évoquer les sujets de paix et de développement. La cohésion qui vaut à notre pays aujourd'hui de connaître un développement important, souvent miraculeux en 10 ans. Cette cohésion-là règne localement, au niveau des populations d'Assini, les Souma, entre les Souma et les autres populations d'Adiaké, notamment les Bétibé et les autres personnes qui vivent dans notre circonscription électorale. Nous sommes en symbiose pour pouvoir œuvrer chaque jour davantage pour le bien-être des populations. Le roi des Soumans, Aoulafian Mossou V, était pour la circonstance accompagné des chefs de 16 villages et des cadres. Tous se sont montrés disposés à soutenir Yen Yakoubassié dans ses actions de développement en faveur d'Assini Mafia. Il nous a livré un très bon message. À l'entendre parler, tous les fils et filles du département d'Adiaké doivent s'unir pour que le développement soit. Voilà. Sans cohésion, sans entente, rien ne peut se réaliser. Nous repartons vraiment satisfaits de cette rencontre parce qu'au-delà, nous avons vu un peuple vraiment soudé, un peuple en parfaite symbiose et un peuple en phase avec son guide, son député maire. En cette année électorale, le roi des Soumans d'Assini Mafia et Yen Yakoubassié ont émis le vœu de voir se tenir un scrutin apaisé à Assini Mafia.
Nous partons à présent pour les États-Unis qui ont annoncé ce vendredi de nouvelles sanctions visant la Russie, un an après le début de la guerre russo-ukrainienne. Washington cible également des personnes et entreprises de pays européens, notamment de Suisse. Il s'agit d'entreprises des secteurs du métal, des mines, des équipements militaires. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Demain, à la même heure, vous avez rendez-vous avec Kolo Klubali. N'oubliez pas de prendre soin de vous.